Dans cette seconde vidéo sur les éléments propres d'un endomorphisme, je vais simplement commenter les exercices corrigés que je vous ai distribués sur papier. Il n'y a donc aucune note à retranscrire. Si vous voulez, bien sûr, vous pouvez annoter sur les feuilles distribuées quelques commentaires. Donc là, je rappelle la définition de valeur propre, vecteur propre, sous-espace propre, ce qu'on a vu dans la première vidéo, avec les deux méthodes pour déterminer les éléments propres d'un endomorphisme. La première méthode qui consiste à s'intéresser à l'équation f de x égale lambda x, en cherchant les solutions non triviales, c'est-à-dire telles que x est différent du vecteur nul, ou bien la seconde méthode, qui est, je dirais, plus méthodique, qui a le défaut, disons, de s'appliquer uniquement lorsque E est de dimension finie. On cherche le polynôme caractéristique, ses racines, et après, blablabla. Alors voyons un premier exemple qui va nous permettre de développer notre intuition géométrique. On considère la rotation vectorielle du plan d'angle alpha. Donc par exemple, on peut considérer E qui est égal à r carré. Je représente mon plan qui va avoir comme base orthonormée la base ij. Je représente un vecteur x. Je vais avoir par définition f de x qui sera ce vecteur-là avec ici mon angle alpha. Alors raisonnons un peu sur cette égalité. En fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'un vecteur x, c'est un vecteur propre de f, si x est non nul, et si son image par f est égale à un vecteur collinaire à x. On peut dire que les vecteurs propres de f, ce sont les vecteurs non nuls, qui ont leur image par f qui est collinaire à eux-mêmes. Donc c'est clair que si notre angle alpha n'est pas égal à 0 ou pi, on va avoir pour tout x non nul f de x qui sera non collinaire à x, et donc aucun vecteur n'est vecteur propre. Donc premier cas, si alpha n'est pas congru à 0 modulo pi, on peut dire que le spectre de f est l'ensemble vide, il n'y a pas de valeur propre. Deuxième cas, si alpha est congru à 0 modulo 2pi, donc ça signifie que, en fait, f, c'est l'endomorphisme identité. L'endomorphisme identité, vous voyez, c'est facile je l'écris ici. On constate que dans ce cas-là, pour tout x élément de E, f de x, c'est égal à x, c'est-à-dire 1 fois x. Donc on trouve que tous les vecteurs x non nuls sont vecteurs propres associés à la valeur propre 1. Donc on a justifié que le spectre de f était réduit au nombre 1, et le sous-espace propre associé, donc on se rappelle que le sous-espace propre associé, c'est l'ensemble de tous les vecteurs propres auxquels on adjoint le vecteur nul. Donc là on avait dit que tous les vecteurs x non nuls étaient vecteurs propres associés à la valeur propre 1. On lui ajoute le vecteur nul à cet ensemble, et donc on trouve que c'est E tout entier. Une autre manière de considérer les choses, ce serait de dire que E1 de f, c'est le noyau de f moins identité, par définition. Or, f moins identité, c'est l'endomorphisme nul. Et donc, le noyau de l'endomorphisme nul, c'est l'espace E tout entier. Et puis, si alpha est congru à pi modulo 2pi, ça veut dire que chaque vecteur va être changé à son opposé. Donc f égale moins identité. Donc par un même raisonnement, on trouverait que le spectre de f est réduit à moins 1 et que E-1 de f est égal à E. Deuxième exemple que je vous ai distribué, l'exemple 7, où on demande de déterminer les valeurs et les vecteurs propres d'une application
qui est défini sur l'ensemble des matrices de 2, qui a une matrice ABCD s'amuse à faire tourner certains de ses coefficients. Ce serait facile de montrer que f est bien un endomorphisme de E, que f est bien une application linéaire. Alors on va s'amuser à déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres en s'intéressant aux solutions non triviales de cette équation. On pourrait aussi, je le dis au début, nous intéresser à la méthode, la deuxième méthode que l'on a vue, c'est-à-dire on écrit le polynôme caractéristique de f et on cherche ses racines, et pour chacune des racines, on cherche le sous-espace propre associé. On le fera certainement en TD. Donc là, on s'intéresse à l'équation f de m qui est égale à lambda m, avec m qui est cette matrice-là. Là, je suis revenu avec des coefficients pour m parce que je vois que le travail qu'effectue f est sur les coefficients. Et j'écris ma condition. Donc au niveau des coefficients, si je regarde pour les 4 coefficients, ça me donne ce système-là. Là, je vois que j'ai cette équation où il n'y a que du A. Et puis là, on a les B, C, D qui sont liés. Je peux par exemple tout exprimer en fonction de B. Et ça me donne comme système équivalent celui-ci. Je regarde ma dernière équation, je vais avoir que du B. Et ça me donne donc ce système-là. C'est sur celui-ci que je vais bien raisonner. Donc là, hein, on cherche, je le répète, on cherche les valeurs de lambda pour lesquelles on a comme solution du système une solution autre que 0, 0, 0, 0. Il faut bien comprendre ça. On cherche les valeurs de lambda pour lesquelles le système S que je viens d'écrire a une solution autre que A égale B égale C égale D égale 0. Donc on va faire une discussion suivant les valeurs de lambda. Autrement dit, on va faire une discussion suivant le fait que lambda moins 1 est nul ou lambda 3 moins 1 est nul. C'est à ce niveau-là qu'on va devoir faire une discussion suivant qu'on soit dans R ou dans C, comme nous le disait l'énoncé. Pourquoi? Parce que l'équation 1 moins lambda 3 égale 0, elle équivaut à lambda 3 égale 1. Les racines complexes, on sait que ce seront les racines troisièmes de l'unité, donc exponentielle de 2i k pi sur 3, avec k qui appartient à l'ensemble 0, 1, 2. On trouve qu'il y a 3 racines complexes de l'unité, et si on s'intéresse aux racines réelles, il n'y en a qu'une, qui est lambda égale 1. Donc on voit qu'on ne va pas être situé du tout dans le même cas. Dans le cas complexe, on trouvera que cette équation, elle possède 3 racines, alors que dans le cas réel, elle n'en a qu'une seule. On passe à la suite. Donc on regarde dans R. Là, j'envisage le cas, toujours pour résoudre mon système, si lambda est différent de 1. Alors à ce moment, d'après ce que je viens de dire, on va avoir 1 moins lambda 3 qui sera différent de 0 et 1 moins lambda qui sera différent de 0. Donc grâce aux deux premières équations, on voit que comme les facteurs de A et de B sont non nuls, on a forcément A égale B égale 0. Et si B égale 0, en reportant, ça nous fait C égale D égale 0. Donc on trouve que A égale B égale C égale D égale 0. Là, ce qu'on vient de prouver, c'est que si lambda est différent de 1, alors lambda n'est pas valeur propre. D'accord? On vient de prouver ceci, puisque la seule solution du système, dans le cas où lambda est différent de 1, c'est la solution triviale. On pourrait dire aussi qu'à ce niveau-là, on a montré que la seule valeur propre possible est lambda égale 1. Après, on regarde le cas si lambda est égal à 1, eh bien notre système, il équivaut, les deux premières équations vont nous donner 0 égale 0, et si lambda égale 1, les deux dernières donnent C égale B, D égale B. Donc ça nous donne ceci. Donc là, on trouve qu'il n'y a pas que A égale B égale C égale D égale 0 comme solution. Donc ça prouve que 1 est valeur propre. Et le sous-espace propre associé, eh bien, ça va être l'ensemble des matrices ABCD telles que on est B égale C égale D. D'accord? La condition qu'on a ici.
Donc c'est l'ensemble des matrices de ce type-là, avec A et B quelconque dans R2. Je me place maintenant dans K égale C. Je fais ma même discussion. Donc déjà, si lambda égale 1, on trouve évidemment on trouve la même chose que précédemment. Après, si lambda est une des racines troisièmes de l'unité, et plus précisément exponentielle de 2i sur 3, vous savez que en mathématiques, très souvent on l'appelle j, cette solution. Regardons ce que nous donne ce système. Eh bien, ici, si lambda égale j, on a 1 moins lambda qui vaut 1 moins j, qui est différent de 0. Donc la première équation nous donnera a égale 0. Et en revanche, si lambda égale j, 1 moins lambda 3 égale 0, la deuxième nous donne b quelconque. Donc on a a égale 0, b quelconque, et toujours les deux dernières. Donc ça nous ferait c égale lambda b, donc c égale jb, et d égale j carré b. Je le répète, b est quelconque. On a donc trouvé qu'il n'y avait pas que la solution nulle à notre système. Donc là, on a prouvé que j était valeur propre de f. Même chose si on considère la deuxième racine complexe de l'équation lambda 3 moins 1 égale 0, pour lambda qui vaut exponentielle de 4i sur 3, qu'on note encore j2, on va avoir ceci. Et si lambda n'est pas égal à une de ces trois valeurs, eh bien cela signifie que 1 moins lambda va être non nul, 1 moins lambda 3 sera non nul, et donc on a forcément a égale b égale 0, et en reportant, ça nous fait que les 4 sont nuls. Donc en conclusion, on a trouvé qu'il y avait trois valeurs propres, 1, j et j2, et on a déterminé les sous-espaces propres. Pour E1 de f, on retrouve le même sous-espace propre que précédemment, le même, pas tout à fait, parce que là, on était avec des coefficients réels, là, avec des coefficients complexes. Ici, je me suis amusé à déterminer une famille génératrice de notre espace E1 de f. On trouverait donc que c'est l'espace engendré par ces deux matrices. On n'oublie pas que ici, notre espace E, c'est M2 de R, donc ce qu'on appelle vecteurs, ce sont les petites matrices de 2. Et puis, je me suis amusé aussi à écrire à quoi est égal EJ de F, donc c'est l'ensemble des matrices de ce type-là, puisque c'est l'ensemble des matrices telles que A égale 0, C égale JB et D égale J carré B. On voit qu'on a un B en facteur, donc on trouve que c'est vect de cette matrice-là. On trouve que c'est une droite vectorielle. Et même chose pour EJ carré de B. Autre exemple, je nous place dans un espace de polynômes, l'ensemble des polynômes à coefficients réels, et je considère l'application qui a P associe P'. On va chercher les éléments propres. Pour cela, on considère l'équation f de P égale lambda P. Alors, première chose, il est clair que 0 va être valeur propre. En effet, si vous prenez un polynôme constant, vous avez P' égale 0. Donc ça signifie que pour un polynôme constant, vous avez P' qui est égal à 0 fois P. Donc ça montre que 0 est valeur propre et que les polynômes constants non nuls sont vecteurs propres associés. On constate aussi qu'il n'y a pas d'autres vecteurs propres possibles associés à 0, parce que dire que P' est égal à 0 fois P, c'est dire que P' égale 0, autrement dit, c'est dire que P est un polynôme constant. Donc les vecteurs propres associés à 0, ce sont les polynômes constants autres que le polynôme nul. On en déduit que E0 de f, le sous-espace propre, associé à la valeur propre 0, c'est tous les polynômes constants autres que le polynôme nul, auquel on ajoute le vecteur nul, qui correspond, dans notre espace, au polynôme constant nul. Donc en fait, E0 de f, c'est l'ensemble de tous les polynômes constants. On le note R0 crochet X. On va montrer ensuite qu'il n'y a pas d'autres valeurs propres. Pour ce faire, on va raisonner sur les degrés. On considère lambda un réel non nul, P un polynôme, et ce que l'on peut dire, c'est que le degré de lambda P, ça va être égal au degré de P,
Là, c'est vraiment parce que lambda est non nul. Parce que si lambda peut être nul, on sait que le degré de 0 fois p serait le degré du polynôme nul, qui est égal à moins l'infini. Donc ici, le degré de lambda p, c'est égal au degré de p. On retient ça. Alors imaginons qu'on ait p' qui est égal à lambda p. Si on s'intéresse au degré de chaque membre, on aura donc le degré de p' qui doit être égal au degré de lambda p, c'est-à-dire au degré de p. Or, on sait que p et p' n'ont jamais le même degré, sauf si p est le polynôme constant nul, puisqu'alors, par convention, le degré de p, c'est égal à moins l'infini. Mais sinon, dans la vidéo précédente sur le rappel sur les polynômes, on a bien mis en évidence le fait que le degré de p n'était jamais égal au degré de p'. Donc ça prouve que pour cette équation-là, quand lambda est non nul, il n'y a qu'une seule solution, qui est p le polynôme nul. Donc il n'y a que la solution triviale, on en déduit que lambda n'est pas valeur propre. Donc on a montré que la seule valeur propre, c'était 0. Enfin, un dernier exemple, je nous place dans un espace de fonctions, dans l'ensemble des fonctions de classe C infinie de R dans R. Et je considère l'application f qui, à une fonction, associe sa dérivée. On sait que grand E est de dimension infinie. Donc ici, de toute façon, la seule manière pour nous de déterminer les éléments propres, c'est de revenir à la définition, nous intéresser à l'équation f de x égale lambda x. On ne pourrait pas passer par le polynôme caractéristique. Alors déjà, on va se familiariser un peu avec cette application. Imaginons que je considère g la fonction qui à x associe x2 plus 3. Je vais avoir g', ce serait la fonction qui à x associe 2x. Et donc f, elle envoie la fonction g sur g'. D'accord? Au niveau des fonctions, je vous rappelle, ce serait ici les éléments de notre espace vectoriel. Donc ce qu'on appelle vecteur ici, ce sont les fonctions qui sont de classe C infinie de R dans R. Par exemple la fonction g, par exemple la fonction g', et on les note uniquement par une seule lettre. Ou bien si ce sont des fonctions de référence, par leur nom. Donc, par exemple, la fonction sinus, elle va avoir comme image la fonction cosinus. La fonction exponentielle, elle va avoir comme image la fonction exponentielle, puisque quand on dérive l'exponentielle, ça nous donne elle-même. Alors si on regarde ces deux exemples, on peut voir que la dérivée de la fonction exponentielle, c'est la fonction exponentielle, donc on peut dire que c'est 1 fois la fonction exponentielle. Comme la fonction exponentielle ne correspond pas au vecteur nul de E, puisque le vecteur nul de E, c'est la fonction constante nulle sur R tout entier, on en déduit que la fonction exponentielle va être vecteur propre de f, et que la valeur propre associée, ce sera 1. On peut constater que sinus ne va pas être vecteur propre, parce que lorsque vous calculez f de la fonction sinus, ça fait la fonction cosinus qui n'est pas égale à une fonction du type une constante fois sinus. Autre remarque, si on prend h0, la fonction constante égale à 1, autrement dit, si je prends h0, cette fonction-là, on aura h' de 0 qui sera la fonction constante égale à 0. Donc on peut noter que f de h0, ce sera, ici le 0 représente la fonction constante nulle, on peut dire que c'est 0 fois h0. Donc comme h0 est un élément de E autre que le vecteur nul, et que l'on a f de h0 qui est égal à 0 fois h0, ceci prouve que 0 est valeur propre de f, et que h0 est un vecteur propre associé. Ça, c'était un peu pour nous familiariser avec notre application petit f. On passe maintenant à la recherche de tous les éléments propres. Je considère lambda dans R et g dans E, et je m'intéresse aux solutions non triviales de l'équation f de g égale lambda g. Donc f de g, c'est égal à g', donc en fait, je m'intéresse aux solutions non triviales de l'équation g' égale g' moins lambda g égale 0. Donc là, on constate qu'on a affaire à une équation différentielle. On constate que dans cet exercice, déterminer les éléments propres revient à résoudre cette équation différentielle.
Donc ce que l'on sait sur cette équation différentielle, d'après le cours, hein, c'est lorsqu'on se fixe un lambda quelconque dans R, on va avoir comme solution générale la fonction qui à x associe k fois exponentielle de lambda x. Donc ce qu'on peut constater, c'est que pour tout lambda fixé, cette équation différentielle, c'est-à-dire notre équation de départ, va posséder une solution non triviale, puisqu'il n'y a pas que la fonction constante nulle qui est solution. Donc ça nous permet de dire que le lambda que l'on s'était fixé va être valeur propre. Donc on a bien montré que tout réel lambda est valeur propre de f, ce qui nous permet de dire que le spectre de f, ce sera R tout entier. Et au niveau du sous-espace propre associé, eh bien, on sait que ce sont les solutions de cette équation. Donc pour faire proprement, je définis une fonction particulière en prenant k égale 0, et je sais alors que le sous-espace propre de f associé à lambda, d'après ce que j'ai fait ici, eh bien, c'est l'ensemble des fonctions qui s'écrivent k fois h de lambda. Autrement dit, je reconnais la droite vectorielle engendrée par h lambda. Donc on a montré que les sous-espaces propres étaient tous de dimension 1. Ce qui est important de retenir de ces différents exemples, c'est que lorsque l'on revient à la définition, en cherchant les solutions non triviales de l'équation f de x est égal à lambda x, pour résoudre cette équation, on peut être amené à résoudre un système linéaire, on peut être amené à résoudre une équation différentielle, on peut être amené à résoudre avec des polynômes en raisonnant sur le degré ou bien sur les coefficients. Donc suivant la situation, on pourra être inventif. Là, vous avez suffisamment d'exemples pour déjà avoir pas mal d'idées de ce que vous pouvez rencontrer.